commencer par consulter les ouvrages de Fanny et de Tom pour s'inspirer, pour se demander quel texte on allait leur proposer, parce qu'on est sur un duel un petit peu particulier, une forme peut-être un petit peu plus longue que d'autres duels que vous avez proposés, vu qu'on va avoir a priori 4 dessins, donc ils ont décidé de nous faire une surprise, mais 10 minutes pour les 2 premiers, et puis 5 minutes pour les suivants. Et puis on a consulté Cocktail, l'ouvrage de Fanny, et puis La fin du monde, que Tom a fait avec Pierre Lazem. Et on a essayé de trouver des thèmes communs. Et puis évidemment, un, c'était les animaux, l'autre c'était l'environnement. Et puis le troisième, c'était un petit peu les femmes fortes, et puis aussi un petit peu les thèmes de la ville. Et c'est pour ça qu'on leur a proposé de se lancer sur des textes comme ça. Et puis quoi de plus naturel pour parler des animaux et de la nature et de l'écologie que Mathieu Ricard. Et je vais vous lire, pendant qu'ils vont s'en inspirer pour dessiner, l'introduction au plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. Tom, Fanny, vous êtes prêts? Ouais, on a juste. Ah, un petit réglage technique. On commence déjà le texte, de toute façon, il va falloir qu'ils en aient un petit peu avant de commencer. Certains naissent avec des tendances naturelles à la compassion. Dès leur plus jeune âge, ils font preuve d'une bienveillance spontanée à l'égard de ceux qui les entourent, y compris les animaux. Tel ne fut pas mon cas. De famille bretonne, je suis allé à la pêche jusqu'à l'âge de 14 ans. Je me souviens aussi, dans mon tout jeune âge, d'avoir, avec des camarades de l'école communale, fait griller des fourmis en concentrant les rayons du soleil à l'aide d'une loupe. Rétrospectivement, j'en ai honte. Mais plus encore, je suis déconcerté à l'idée que ce comportement me soit apparu normal. Quand j'avais 5 ans, au Mexique, mon père m'a emmené voir des corridas. C'était la fête, la musique était exaltante, tout le monde semblait trouver cela très bien. Pourquoi ne suis-je pas parti en pleurant? Était-ce un manque de compassion, d'éducation, d'imagination? Il ne m'était pas venu à l'esprit d'essayer de me mettre à la place du poisson, de la fourmi, du taureau. Avais-je simplement le cœur dur? Ou n'avais-je simplement pas réfléchi, pas ouvert les yeux? Il a fallu du temps pour que s'opère en moi une prise de conscience. J'ai vécu plusieurs années avec l'une de mes grand-mères, qui avait toutes les qualités qu'on peut attendre d'une grand-mère. Comme beaucoup de gens, par ailleurs bons parents, bons enfants, elle était férue de pêche à la ligne. Lorsque nous étions en vacances, elle passait souvent ses après-midi à pêcher au bord d'un lac ou sur les quais croisiques, en compagnie de vieilles bretonnes qui portaient encore la coiffe en dentelle blanche des bigoudins. Comment ces braves gens auraient-ils pu vouloir faire du mal à qui que ce soit? Au bout de l'hameçon, les petits poissons frétillants qui sortaient de l'eau scintillaient dans la lumière. Certes, il y avait ce moment pénible lorsqu'ils étouffaient dans le panier de pied et que leurs yeux devenaient vitreux. Mais je détournais vite le regard. Quelques années plus tard, alors que j'avais 14 ans, une amie me fait remarquer à brûle-pourpoint « Comment? Tu pêches ?» Le ton de sa voix et son regard à la fois étonné et réprobateur étaient suffisamment éloquents. « Tu pêches ?» Soudain, la scène me parut très différemment. Le poisson tirait son élément vital par un crochet de fer qui lui transperce la bouche, étouffant dans l'air, comme nous noyons dans l'eau. Pour attirer le poisson vers l'hameçon, n'avais-je pas aussi transpercé un asticot pour en faire un appât vivant, sacrifiant ainsi une vie pour en détruire plus facilement une autre? Comment avais-je pu si longtemps détourner ma pensée de cette réalité, de ces souffrances? Le cœur serré, je renonçais immédiatement à la pêche. Certes, en comparaison des drames qui dévastent la vie de tant d'êtres humains dans le monde, ma préoccupation pour de petits poissons peut sembler dérisoire. Mais ce fut pour moi un premier déclic. À l'âge de 20 ans, j'ai eu la grande chance de rencontrer des maîtres spirituels tibétains qui ont, depuis, inspiré chaque instant de mon existence. Leur enseignement était centré sur la voie royale de l'amour et de la compassion universelle. Alors que longtemps, je n'avais pas su me mettre à la place d'autrui, à l'école de ces maîtres, j'ai peu à peu appris l'amour altruiste en ouvrant, du mieux que je pouvais, mon esprit et mon cœur au sort des autres. Je me suis entraîné à la compassion et j'ai réfléchi à la condition humaine et à celle des animaux. Il me reste certainement un long chemin à parcourir et je continue à faire de mon mieux pour avancer dans ma compréhension des enseignements que j'ai reçus. Loin de moi, vous l'avez compris, l'idée de jeter la pierre à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font souffrir les animaux de façon souvent irréfléchie, comme je le faisais moi-même. Il est en effet bien difficile d'associer les objets et les produits de consommation les plus courants
y compris la nourriture et les remèdes qui nous sauvent parfois la vie, aux souffrances animales de leur production, que leur production entraîne la plupart du temps. Les traditions culturelles jouent également un rôle prépondérant dans notre perception des animaux, nos compagnons sur cette planète. Certaines sociétés ont développé des schémas de pensée collectifs qui les incitent à estimer que tous les animaux sont là pour servir les humains, tandis que d'autres traditions considèrent depuis longtemps que chaque être, humain ou non humain, doit être respecté. Ce livre est une suite logique et nécessaire à plaidoyer pour l'altruisme. Il a pour but de mettre en évidence des raisons et impératifs moraux qui justifient d'étendre l'altruisme à tous les êtres sensibles, sans limitation d'ordre quantitatif ni qualitatif. Nul doute qu'il y a tant de souffrances parmi les êtres humains de par le monde que l'on pourrait passer une vie entière à en soulager qu'une infime partie. Toutefois, se préoccuper du sort de quelques 1,6 milliard d'autres espèces qui peuplent la planète n'est ni réaliste ni déplacé, car, la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de choisir entre le bien-être des humains et celui des animaux. Nous vivons dans un monde essentiellement interdépendant où le sort de chaque être, quel qu'il soit, est intimement lié à celui des autres. Il ne s'agit donc pas de ne se préoccuper que des animaux, mais de s'occuper aussi des animaux. Il ne s'agit pas non plus d'humaniser les animaux ou d'animaliser l'homme, mais d'étendre aux deux notre bienveillance. Cette extension est davantage une question de l'attitude responsable envers ce qui nous entoure que l'allocation des ressources limitées dont nous disposons pour agir sur le monde. Ce livre est aussi une invitation à une prise de conscience. En dépit de notre émerveillement devant le monde animal, nous perpétrons un massacre d'animaux à une échelle inégalée dans l'histoire de l'humanité. Tous les ans, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués pour notre consommation. Qui plus est, ces tueries de masse et leur corollaire, la surconsommation de viande dans les pays riches, sont une folie globale. Elles entretiennent la faim dans le monde, accroissent les déséquilibres écologiques et sont nocives pour la santé humaine. La production industrielle de viande et la surpêche des océans sont incontestablement le problème majeur. Mais le non-respect des animaux en général conduit également à tuer et à faire souffrir un grand nombre d'entre eux, utilisés pour les expérimentations animales, le trafic d'animaux sauvages, la chasse et la pêche sportive, la corrida, le cirque et autres formes d'instrumentalisation. Par ailleurs, l'impact de notre style de vie sur la biosphère est considérable. Au rythme actuel, 30% de toutes les espèces animales auront disparu de la planète d'ici à 2050. Nous vivons dans la méconnaissance de ce que nous infligeons aux animaux. Bien peu d'entre nous ont visité un élevage industriel ou un abattoir. Et nous entretenons une forme de schizophrénie morale qui nous fait prendre grand soin de nos animaux de compagnie, tout en plantant nos fourchettes dans des porcs que l'on envoie à l'abattoir par millions, alors qu'ils ne sont pas moins conscients, sensibles à la douleur et intelligents que nos chiens et nos chats. Ce plaidoyer est une exhortation à changer nos rapports aux animaux. Une exhortation qui n'est pas une simple administration morale, mais qui se fonde sur les travaux d'évolutionnistes, d'éthologues et de philosophes mondialement respectés. Leurs études mettent en lumière la richesse des capacités intellectuelles et émotionnelles, trop souvent ignorées, dont se dotait une grande partie des espèces animales. Elles montrent également le continuum qui relie l'ensemble des espèces animales et permet de retracer l'histoire évolutive des espèces qui peuplent aujourd'hui la planète. Depuis l'époque où nous avions des ancêtres communs avec d'autres espèces animales, nous sommes arrivés à l'Homo sapiens par une longue série d'étapes et de changements minimes. Au sein de cette lente évolution, nul moment magique qui permettrait de nous conférer une nature fondamentalement différente des nombreuses espèces d'homicides qui nous ont précédés. Rien ne justifie un droit de totale suprématie sur les animaux. Le point commun le plus frappant entre l'homme et l'animal est la capacité de ressentir la souffrance. Pourquoi nous aveuglons-nous encore, en ce début du XXIe siècle, sur les douleurs incommensurables que nous leur faisons subir, sachant qu'une grande part des souffrances que nous leur infligeons ne sont ni nécessaires ni inévitables? Il n'y a aucune justification morale au fait d'imposer sans nécessité la souffrance et la mort à qui que ce soit.
laissera un petit peu de temps à la fin pour éventuellement poser des questions aux dessinateurs, donc, notamment sur ce qui a motivé leur dessin et ce qu'ils ont voulu exprimer. Quelques mots juste sur la nuit de la lecture, dont nous faisons partie, Xavier et moi, association créée en 2012 et qui a pour but de donner ou redonner le goût de la lecture aux publics qui en sont éloignés. Donc ça veut dire qu'on essaye d'intervenir en dehors des circuits traditionnels du livre. On a organisé pendant quelques années une nuit de la lecture à Lausanne, dans la rue. On a créé les premières boîtes à livres en Suisse romande à Lausanne, qui sont donc gérées par un réseau de bénévoles qui font ça très bien. Et maintenant, il y en a, je crois, 135 à peu près en Suisse romande, donc ça a essaimé. Et il y a également le vélo à livre l'été qui circule dans les quartiers de Lausanne et qui, je crois, finira à Renan, hein, c'est ça, pendant tout l'été, aussi permettant aux gens de pouvoir choisir des livres, les feuilleter, voilà. Et nous profitons bien sûr d'occasions comme Véléphile avec gratitude pour aussi faire cette promotion de la lecture. Pour le deuxième thème, la féminité, nous avons choisi de vous lire un extrait de Annie Ernaux, donc prix Nobel de littérature 2022. C'est un livre qui s'appelle La femme gelée et qui parle des femmes de sa famille. Donc ça se situe en Normandie au milieu du XXe siècle, disons. Voilà, c'est parti, vous êtes prêts ? Bravo. Femmes fragiles et vaporeuses, fées aux mains douces, petits souffles de la maison qui font naître silencieusement l'ordre et la beauté. Femmes sans voix, soumises. J'ai beau chercher, je n'en vois pas beaucoup dans le paysage de mon enfance. Ni même le modèle au-dessous, moins distingué, plus torchon. Les frotteuses déviées à se mirer dedans, les accommodatrices de reste, et celles qui sont à la sortie de l'école un quart d'heure avant la sonnerie, tous devoirs ménagers accomplis, les bien organisées jusqu'à la mort. Mes femmes à moi, elles avaient toutes le verbe haut, des corps mal surveillés, trop lourds ou trop plats, des doigts râpeux, des figures pas fardées du tout, ou alors le paquet du voyant en grosses taches aux joues et aux lèvres. Leur science culinaire s'arrêtait au lapin en sauce et au gâteau de riz, assez collant même. Elles ne soupçonnaient pas que la poussière doit s'enlever tous les jours. Elles avaient travaillé ou travaillé au champ, à l'usine, dans des petits commerces ouverts du matin au soir. Il y avait les vieilles, qu'on allait voir le dimanche après-midi avec les boudoirs et le flacon de gouttes pour arroser le café. Des femmes noires et cotties, leurs jupes sentent le beurre oublié dans le garde-manger. Rien à voir avec les mamies sucrées du livre de lecture, surmontées d'un chignon neigeux et qui moumoutent leurs petits-enfants en leur racontant des histoires de fées, des aïeuls, ça s'appelle. Les miennes, mes grands-tantes, ma grand-mère, n'étaient pas commodes. Elles n'aimaient pas du tout qu'on leur saute dans le tablier, perdu l'habitude. Juste le béco de l'arrivée et du départ, l'invariable. T'as encore grandi et t'apprends-tu toujours bien à l'école. Elles n'avaient plus grand-chose à me dire, elles parlaient en patois avec mes parents de la vie chère, du loyer, de la surface corrigée des voisins, et de temps en temps, elles me regardaient avec des rires. La tante Caroline, celle des dimanches d'été, on se rend chez elle à vélo à travers des chemins cahotteux remplis de boue à la moindre averse, le bout du monde, 2 ou 3 fermes au ras des herbages dans une plaine. On clenche à la porte sans conviction. Jamais chez elle, Caroline. Il faudra partir aux nouvelles dans les maisons à côté. On l'a trouvée en train de botteler des oignons ou d'aider un village. Elle rentrait, fourgonnait sa cuisinière, cassait de la boisette pour le feu, nous préparait la collation soupante, œufs mollets, pain et beurre, liqueur d'angélique. On la regardait avec admiration. « Tu pètes toujours par la sente, Caroline, tu t'ennuies pas ?» Elle rigolait, protestait. « Que veux-tu ? J'ai toujours à m'occuper. » Peur des fois, comme ça, toute seule. Là, elle s'étonnait, plissait les yeux. « Qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse à mon âge ?» J'écoutais peu, j'allais près de la mare. Je longeais le mur aveugle de la maison, bordé d'orties plus hautes que moi. Je retournais les débris d'assiettes, les boîtes de conserve que la tante envoyait là, rouillées, pleines d'eau et de bêtes. La Caroline nous faisait un bout de conduite en marchant à côté de nos vélos, un beau kilomètre par beau temps. Puis on la voyait minuscule entre les colzas. Je savais que cette femme de 80 ans, pleine de corsage et de jupes, même au plus fort de la canicule, n'avait besoin ni de la pitié ni de protection. Pas plus que la tante Élise, tangante de graisse, mais vive, un peu cracra.
Chez elle, je sortais de dessous le lit avec des dentelles de mouton accrochées à ma robe. Je tournais et retournais une cuillère mal décrochée avant d'oser fendre la peau plissée de ma poire au jus. Et elle, me fixant sans comprendre, « Qu'est-ce que t'as que tu ne manges pas ?» Et son rire énorme, « Ça va pas te boucher le trou du cul !» Ni ma grand-mère qui habitait un baraquement entre la ligne de chemin de fer et l'usine de bois dans le quartier de la Gaîté. Quand on arrivait, elle raccommodait, elle cueillait du manger à lapin, elle lavotait. Et ma mère s'énervait, « Tu peux pas te reposer à ton âge ?» Ça alors épilait, ma grand-mère, ses reproches. Quelques années avant, elle montait sur la voie de chemin de fer en s'agrippant aux herbes pour vendre des pommes et du cidre aux soldats américains du débarquement. Elle bougonnait, puis elle apportait la casserole de café bouillant avec ses filets de mousse blanche. Elle versait la goutte sur le fond de sucre collé dans la tasse. Tout le monde rinçait la tasse avec la goutte en la remuant doucement. Il parle encore des histoires de voisins, de propriétaires qui ne veulent pas faire de réparation. Je m'ennuie un peu. Pas de découverte à espérer dans cette maison petite et sans terrain. Presque rien à manger. Ma grand-mère tête goulûment le fond de sa tasse. Je regarde sa figure aux pommettes saillantes, la même lumière jaune sur sa peau que sur son œuf de buis, a reprisé les chaussettes. Il lui arrive de faire pipi debout, les jambes écartées sous sa longue jupe noire, dans son bout de jardin quand elle se croit seule. Pourtant, elle a été la première du canton au certificat d'études et elle aurait pu devenir institutrice. Mais l'arrière-grand-mère a dit « Jamais de la vie, c'est l'aînée, j'ai besoin d'elle à la maison pour élever les 5 autres. » Histoire 20 fois racontée, l'explication d'un destin pas rose. Elle courait comme moi sans se douter de rien, elle allait à l'école et d'un seul coup, le malheur a fondu sur elle. 5 mômes qui la tirent en arrière, fini. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'à son tour, elle s'en soit offert 6, sans allocation, madame. Pas besoin d'un dessin pour savoir très tôt que les gosses, les poulots, comme tout le monde disait autour de moi, c'était la vraie débine, la catastrophe absolue. En même temps, quelque chose comme un laisser-aller coupable, un manque de gingembre, un truc de pauvre aussi. Les familles nombreuses autour de moi, c'était des cohortes d'enfants mal mouchés, des femmes encombrées de landaux et de sacs bourrés de nourriture qui les déhanchaient lourdement, des plaintes continuelles à la fin du mois. La grand-mère s'était laissée avoir, mais il ne fallait pas lui jeter la pierre. Autrefois, c'était normal, 6, 10 enfants. Maintenant, on avait évolué. Et mes oncles, mes tantes en avaient tellement soupé de la famille nombreuse que je suis entouré de cousins uniques. Moi aussi, je le suis, unique. Et ravisé en plus. Nom qu'on donne à une espèce particulière d'enfant né d'un vieux désir, d'un changement d'avis de parents qui n'en voulaient pas ou plus. Première et dernière, c'est sûr. J'étais persuadé d'avoir beaucoup de chance. L'exception, c'était la tante Solange, cette pauvre Solange avec sa marmaille, dit ma mère. Elle habitait aussi le quartier de la Gaîté, et on y allait souvent le dimanche, comme une grande récréation sans défense et sans territoire limité. L'été, avec 7 cousins et cousines, des copains du quartier, on poussait des hurlements sur les balançoires fabriqués avec les plateaux de bois entreposés à côté de l'usine. L'hiver, on jouait à touche-touche dans la seule grande chambre pleine de lits. Toute une chaleur et une agitation où je plongeais avec frénésie. Un peu plus, j'aurais aimé vivre là. Mais ma tante Solange me faisait peur, demi-vieille, toupinant sans fin dans la cuisine, la bouche tordue de tiques. Des mois, elle nous parlera au fond de son lit, du fond de son lit. La matrice s'était mise à flotter dans son ventre. Et ces fois où elle a les yeux fixes, ouvre la fenêtre, la referme, change les chaises de place, et ça éclate. Elle crie qu'elle s'en ira avec ses enfants, qu'elle a toujours été malheureuse. Mon oncle, assis tranquillement à la table, le verre à la main, ne répond rien ou bien ricane. « Tu saurais pas où aller, abruti. » Elle s'élance dans la cour en pleurant. « Je vais me mettre dans la citerne. » Ses enfants la rattrapaient avant, ou les voisins. Nous, on se sauvait discrètement au premier coup de gueule. En me retournant, je voyais la plus petite des filles laissant couler ses larmes, bouche ouverte, la figure aplatie contre la vitre. Je ne sais pas si les autres tantes étaient heureuses, mais elles n'avaient pas l'air éteint de Solange et elles ne se laissaient pas envoyer des beignes. Violentes, rouges, aux lèvres et aux pommettes, continuellement pressées. Il me semble les avoir toujours vues en train de trisser,
À peine le temps de stopper sur le trottoir, serrer contre elle leur sac à provisions pour se baisser et m'embrasser avec un sonore « Qu'est-ce que tu deviens, ma fille ?» La fille. Pas de débordement de tendresse non plus. Pas de ces bouches en cul de poule, petits yeux voilés de cajolerie pour s'adresser aux enfants. Des femmes un peu raides, brutales, aux colères éclatantes de gros mots et qui, à la fin des repas de famille, aux communions, pleurent de rire dans leurs serviettes. Ma tante Madeleine en montrait même le fond plissé de sa culotte rose. Je ne me souviens pas d'une seule, le tricot à la main ou piétinant devant des sauces. Elles sortaient de leur buffet les assortiments de charcuterie et la pyramide de papier blanc du pâtissier tachée de crème. La poussière, le rangement, elles s'en battaient l'œil, s'excusaient tout le temps pour la forme. « Faites pas attention à la maison », disait-elle. Pas des femmes d'intérieur, rien que des femmes du dehors, habituées dès 12 ans à travailler comme des hommes, et même pas dans le tissu, le propre, mais les cordages ou les bocaux de conserve. J'aimais bien les écouter. Je leur posais des questions, la sirène, la blouse obligatoire, la contre-maîtresse, et rire toutes ensemble dans la même salle. Il me semblait qu'elles allaient à l'école aussi, avec les devoirs et les punitions en moins. Au début, avant d'admirer les institutrices tellement supérieures et terribles, avant de savoir que ce n'est pas un beau métier de surveiller des pots de cornichons en train de se remplir, je trouvais bien de faire comme elles. Les dernières rengaines avec un poste dernier sur les trottoirs, enfermés dans des sacs de plastique bien propres, les restes de la Léonie de la veille attendent le camion poubelle. Non seulement les tubes de dentifrice aplatis, les ampoules mortes, les journaux, les récipients, les matériaux d'emballage, mais aussi les chauffe-eau, les encyclopédies, les pianos, les services de porcelaine, plutôt qu'aux choses qui chaque jour sont fabriquées, mises en vente et achetées. L'opulence de Léonie se mesure à celles qui, chaque jour, sont mises au rebut pour faire place à de nouveau. Au point qu'on se demande si la véritable passion de Léonie est vraiment, comme il le dit, le plaisir des choses neuves et différentes, ou si ce n'est pas plutôt l'expulsion, l'éloignement, la séparation avec une impureté récurrente. Il est certain que les éboueurs sont reçus comme des anges, et leur mission, qui consiste à enlever les restes de l'existence de la veille, est entourée de respect silencieux, comme un rite qui inspire la dévotion, ou peut-être simplement que personne ne veut plus penser à rien de ce qui a été mis au monde. Où les éboueurs portent chaque jour leur chargement, personne ne se le demande. Hors de la ville, c'est sûr. Mais chaque année, la ville grandit, et les immondices doivent reculer encore. L'importance de la production augmente et l'État s'en élève, se stratifie, se déploie sur un périmètre plus vaste. Ajoute à cela que plus l'industrie de Léonie excelle à fabriquer de nouveaux matériaux, plus les ordures améliorent leur substance, résistent au temps, aux intempéries, aux fermentations et aux combustions. C'est une forteresse de résidus indestructibles qui entoure Léonie, la domine de l'autre côté, tel un théâtre de monde. Voici maintenant le résultat. Plus Léonie expulse de marchandises, plus elle en accumule. Les écailles de son passé se soudent ensemble et font une cuirasse qu'on ne peut plus enlever. En se renouvelant chaque jour, la ville se conserve toute cette seule forme définitive,
c'est des ordures de la veille, qui s'entassent sur les ordures des jours d'avant et de tous les jours, années, le lustre de son passé. Le déchet de Léonie envahirait peu à peu le monde si sur la décharge sans fin ne pressait, au-delà de cette dernière crête, celle des autres villes, qui elles aussi rejettent loin d'elles-mêmes des montagnes de déchets. Peut-être le monde entier, au-delà des frontières de Léonie, est-il couvert de cratères d'ordures, chacun avec au centre une métropole en éruption ininterrompue. Les frontières entre villes étrangères ou ennemies sont ainsi des bastions infects, et les détritus de l'une et de l'autre se soutiennent réciproquement, se menacent et se mélangent. Plus l'attitude grandit, plus pèse le danger d'éboulement. Il suffit qu'une boîte de conserve, un vieux pneu, une flasque dépaillée roule du côté de Léonie et une avalanche de chaussures dépareillées, de calendriers d'années passées, de fleurs desséchées submergera la ville sous son propre passé, qu'elle tentait en vain de repousser, mêlé à celui des villes limitrophes, enfin nettoyées. Un cataclysme nivellera la sordide chaîne de montagnes, effacera toute trace de la métropole, sans cesse habillée de neuf. Déjà, des villes sont prêtes dans le voisinage avec leur rouleau compresseur pour aplanir le sol, s'étendre sur le nouveau territoire, s'agrandir elles-mêmes, rejeter plus loin de nouvelles ordures. Je propose qu'on leur laisse encore quand même 2-3 minutes pour faire. La difficulté ici, c'est qu'il y a 2 textes sur les villes, donc là, voilà, je crois qu'ils n'ont pas pris tout à fait le même pour dessiner. Donc ils ont pu voir les textes rapidement, avant, néanmoins c'est évidemment improvisé le dessin. Alors, non mais on n'a pas fini, on a l'autre texte, est-ce qu'on le lit quand même ou pas? Oui, oui. Alors... donc, autre ville imaginaire racontée par Marco Polo à Kubilai Khan, la ville de Bersabé, c'est un chapitre qui s'appelle « Les villes et le ciel ». Ok, bon. Donc, nouveau dessin. À Bersabé se transmet cette croyance, qu'il existe, suspendue dans le ciel, une autre Bersabé, où flottent les vertus et les sentiments les plus élevés de la ville. Et que si la Bersabé terrestre prend pour modèle la Bersabé céleste, elle ne fera plus qu'une avec elle. L'image que la tradition en donne est celle d'une ville en or massif, avec des boulons d'argent et des portes en diamant, une ville joyau, tout en incrustation et enchâssement, telle qu'un maximum d'études et de labeur peut la produire, en s'appliquant aux matériaux les plus précieux. Fidèles à cette croyance, les habitants de Bersabé tiennent en horreur tout ce qui évoque leur ville céleste. Ils accumulent les métaux nobles, tout ce qui évoque leur ville céleste. Ils accumulent les métaux nobles et les pierres rares. Ils rejettent les effusions passagères. Ils élaborent des formes composées rigoureusement. Ils croient pourtant, ces habitants, qu'une toute autre Bersabé existe sous terre, réceptacle de tout ce qui leur arrive de méprisable et d'indigne. Et c'est pour eux un soin constant que d'effacer de la Bersabé visible tout lien ou ressemblance avec la jumelle d'en bas. À la place des toits, on imagine que la ville inférieure a des poubelles renversées, desquelles s'échappent des croûtes de fromage, papier gras, arêtes de poisson, eau de vaisselle, restes de spaghettis, vieux bandages. Ou tout simplement que sa matière est celle-là même, sombre, souple et dense comme la poix, qui tombe dans les cloaques, prolongeant le parcours des viscères humains, d'un trou noir dans un trou noir, jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur l'ultime fond souterrain et que précisément, à partir de bols paresseux lovés là-bas,
s'élèvent tour après tour les édifices d'une ville fécale, aux flèches torsadées. Dans les croyances de Bersabée, il y a une part de vérité et une part d'erreur. Il est vrai que deux projections d'elle-même accompagnent la ville, l'une céleste et l'autre infernale. Mais pour ce qui est de leur consistance, on se trompe. L'enfer qui couvre dans le plus profond sous-sol de Bersabée est une ville dessinée par les architectes les plus autorisés, construite avec les matériaux les plus chers sur la place. Elle fonctionne dans chacun de ses mécanismes, mouvements d'horlogerie, engrenages, elle est décorée de glands, de franges et de volants suspendus à chaque tube et chaque bielle. Appliquée à accumuler les carats de sa perfection, Bersabée prend pour de la vertu ce qui n'est désormais que sombre obsession de remplir le vase vide qu'elle est. Elle ne sait pas que ces seuls moments d'abandon généreux sont ceux où elle se détache de soi, laisse tomber, répand. Cependant, au zénith de Bersabée gravite un corps céleste qui resplendit de tout le bien de la ville, renfermé dans les trésors des choses qu'on a mises au rebut. Une planète flottant au vent d'épluchures de pommes de terre, parapluie percé, bas filé, étincelante de morceaux de verre, boutons perdus, papier de chocolat, pavés de tickets de tram, rognures d'ongles et de durillons, coquilles d'œufs. Telle est la ville céleste. Et dans son ciel roulent des planètes à longue queue, qu'a envoyé rouler dans l'espace le seul acte libre et heureux dont soient capables les habitants de Bersabée, la ville qui cesse d'être avare, calculatrice, intéressée, seulement quand elle chie. Je propose de vous laisser du temps et c'est vous qui nous dites quand vous êtes satisfait de votre œuvre. Ce qu'on vous a pressé pour l'autre, c'était pas trop vite. Il est temps de laisser aux artistes nous dire comment ils ont vécu cette expérience. Annie le sait, on a échangé un petit peu par email, j'ai entendu, j'ai senti qu'il y avait un petit stress, Tom était sympa, il dit ça va être cool, c'est bien, et finalement, comment c'est tu l'as vécu? C'est très chouette, après Je crois que c'est stressant, mais c'est très chouette. C'était chaud. Quels sont les aspects les plus positifs par rapport à d'autres pratiques que tu peux avoir? Qu'est-ce qu'il y a que tu n'as pas, évidemment le public, mais qu'est-ce que ça apporte comparé à être tout seul dans son atelier? C'est vrai qu'on bizarre, on se pose pas trop de questions. Donc dès aujourd'hui, tu invites 20 personnes dans ton studio tous les jours pour te motiver, c'est ça? Peut-être pas non plus. Il y a effectivement plus difficile peut-être? C'est des sous-pressions, on prend un petit peu. Ok. Tom, du coup, même question, toi tu avais déjà pratiqué l'exercice, il me semble. Oui, moi je le fais assez souvent, donc j'ai des
Est-ce que tu as des petits trucs à donner, du coup, à partager? C'est-à-dire que pour moi, ça a aussi été un moment très important, la découverte de ce dessin en live, en direct. C'est vraiment un travail de lâcher prise. Et moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, dans le dessin et dans le travail d'atelier, quelque chose de... Voilà, c'est chaque fois un défi de se dire, bon, c'est égal, on y va, on lâche le truc, on voit ce qui apparaît. Et puis, moi j'aime bien cet exercice, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très... En fait, plus j'en fais, plus je trouve ça hyper excitant et utile. Je pense que les défis à noter, tu seras invité annuel. Pour moi, en tout cas, c'était très frustrant en lisant le texte, parce que déjà, il y a tout le monde qui regardait derrière, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe, et en plus, je ne vous voyais pas dessiner. Donc, je me réjouis qu'on a la vidéo, donc on est content de re-regarder ça. Est-ce que parmi le public, il y a des questions, des remarques, profiter Ah, essayer de ça. Voilà, c'est si je vais... Voilà. Juste encore, pour tous les artistes qui commencent, on a tous des peurs. Et surtout, on a tous des peurs en commun. C'est ça ce que je trouve beau, c'est pas de se méfier et se dire « Ah, mais il y a tout le monde qui me regarde, oh non, je suis mal, ah non !» Tranquille. Le public est avec nous, vous voyez, puis on se sent gratifié. Vraiment. On a toujours envie de se sentir bien à la fin de quelque chose. Mais en vrai, si on apprend à vouloir aimer le concept, ça devient beaucoup mieux. Merci pour cette réaction. Peut-être des questions? Quelqu'un d'autre de français? Questions pour nos auteurs? Sinon, voilà, on vous remercie beaucoup, vous, public, d'avoir été présent pour ce sujet graphique. Encore des applaudissements pour